Les animaux instables ils peuvent se casser en morceaux, quelle que soit la température, ou presque. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas optimiser la température pour améliorer le rendement quand on veut en faire de récupérer l'énergie. Par contre, la fusion, ça ne se fait pas comme ça. Pour qu'on fasse fusionner des particules légères, il faut qu'elles se rencontrent et qu'elles restent collées. Et pour qu'elles se rencontrent et qu'elles restent collées, il faut qu'elles soient chaudes. C'est-à-dire qu'il faut augmenter la température pour... Vous savez que la température, c'est une mesure de niveau d'agitation des particules, et il faut que les particules, elles s'agitent beaucoup pour pouvoir rester collées une fois de temps en temps, avec une probabilité qui n'est pas de 100%. Donc ici, on va fabriquer, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'énergie thermonucléaire, c'est-à-dire il faut déjà avoir atteint un certain degré de température pour qu'on puisse faire de la fusion. D'accord? Est-ce que ça va toujours? Ok. Alors ça, puisque ça va, je fais des trucs un peu plus durs, donc ça va pas être très compliqué. En gros, ça c'est un schéma qui est vachement important pour voir les différents types de fusion dont on va parler. Ici, on a l'énergie de liaison de tous les... Alors là, vous avez le nombre de nucléons dans le noyau, hein, la masse atomique, donc ça va de 0 à 270, ok. On a dit que l'uranium était par là, etc. Enfin, 238 est par là, voilà. Donc on a ici... il est là d'ailleurs, 238 c'est plutôt là d'ailleurs que là, mais enfin bon, voilà. On a ici une courbe qui montre l'énergie de cohésion, de liaison finalement, par nucléon au sein d'un noyau. Et vous voyez que il y a l'énergie par nucléon, en gros c'est le fer 56, c'est celui qui est le plus stable. C'est celui qui a envie de rester fer 56. En gros, les atomes qui sont là, ce que je vous disais, c'est qu'ils ont plutôt envie de fissionner, et les atomes qui sont là, ils ont plutôt envie de fusionner. D'accord? Les noyaux. Quand je dis atome, je devrais dire noyau. Voilà. Donc, la fission dans la centrale nucléaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend de l'uranium, voilà, 235 par exemple, et on le fait se fissionner, comme j'ai dit tout à l'heure. On va récupérer des objets qui sont plutôt par là, dont certains sont instables d'ailleurs, d'où les problématiques autour des déchets. Mais ça, c'est ce qu'on fait dans les centrales nucléaires. Donc on va récupérer, vous voyez, quelques MeV, peu importe ce que veut dire cette unité, juste pour comparer. Par contre, dans le Soleil, qu'est-ce qu'il fait le Soleil? Le Soleil, il transforme de l'hydrogène en hélium. Donc le Soleil, il fait de la fusion. Voilà, il prend de l'hydrogène, il y a 4 hydrogènes qui se mettent ensemble, il y a 4 nucléons, et ça fait de l'hélium 4 avec 4 nucléons, qu'on a vu tout à l'heure. Et en faisant ça, eh ben, en termes d'énergie, bon celui-là, l'énergie de liaison du proton avec lui-même, il n'y a rien. Par contre ici, il y a 4 nucléons dans le noyau, multiplié par 7, ça fait 28 dans cette énergie, cette unité que j'ai mis là, qui est le MeV. Donc on gagne 28 MeV d'énergie entre le niveau hydrogène et le niveau d'hélium, dans le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est les deux, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe dans les étoiles massives? Les étoiles massives, elles continuent, quand il n'y a plus d'hélium dans leur cœur, parce qu'à un moment ou un autre, à force de transformer l'hydrogène en hélium, il n'y a plus d'hydrogène, et il y a un moment, on commence à fusionner l'hélium pour en faire, parce qu'il y a des fusions en fait, pour en faire des matériaux plus lourds. Et donc dans les étoiles massives, on transforme l'hélium en matériaux, en carbone, en oxygène, en azote, et puis vous avez toute la classification de Mendeleïev ici, jusqu'au fer. Voilà. Et le fer, bah quand on atteint le fer, ça s'arrête. En fait, la vie d'une étoile, c'est un effondrement permanent qui s'arrête à des moments parce qu'on allume des réactions de fusion dans le cœur de l'étoile. D'accord? Donc il y a un nuage de gaz qui s'effondre, ça chauffe. Si ça chauffe aux alentours de 10 millions de degrés, 15 millions de degrés dans le cœur du Soleil, on allume les réactions de fusion d'hydrogène en hélium. Et tant qu'il y a de l'hydrogène dans le cœur, c'est ça qui fabrique l'énergie et la lumière du Soleil. Quand il n'y a plus d'hydrogène, il faut passer à une autre étape. On va passer, et le Soleil d'ailleurs, ça lui arrivera, il va transformer de l'hélium en carbone, et puis les plus grosses étoiles vont comme ça jusqu'au fer, et puis il y a un moment où, quand on a fabriqué du fer et qu'il n'y a plus d'autres, le fer, il n'a pas du tout envie de continuer, il n'a pas envie de fissionner, il n'a pas envie de fusionner, il a envie de rester fer. Et à ce moment-là, l'étoile s'effondre complètement sur elle-même, et il y a ce qu'on appelle une supernova, et donc c'est la fin d'une étoile massive, où là on a un noyau de fer qui s'effondre sur lui-même, mais tout ça c'est de la fusion. Hein. La fusion du Soleil c'est là, puis les grosses étoiles qui sont beaucoup plus grosses que le Soleil, ça se passe comme ça. Voilà. Alors d'ailleurs j'ai un petit truc pour vous résumer et vous reposer pendant que... Ça va? Ça suffit toujours? Donc, c'est
C'est la fusion nucléaire qui fait briller les étoiles. Donc là, je vous passe une petite animation où on voit quelque chose qui pourrait être la Voie lactée, hein, dans laquelle nous sommes avec le Soleil. Il y a 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Donc on rentre dans un nuage de poussière. Il y a des nuages de poussière où se forment les étoiles. Et donc on voit la Voie lactée par la tranche. Et puis on arrive dans un endroit où il y a des nuages de gaz et de poussière où se forment les étoiles. Les étoiles vont donc s'effondrer dans un nuage de poussière qui va s'effondrer sur lui-même. Voilà, et donc on a des bébés étoiles qui naissent. Ça, c'est une image qui a été faite en infrarouge avec la caméra dont j'étais responsable d'ailleurs. Et puis les étoiles vont s'allumer. Autour d'un certain nombre de ces étoiles, il va y avoir de la poussière qui vont s'agglomérer. D'ailleurs, c'est à peu près, aujourd'hui, on le sait, autour de toutes les étoiles, sous forme d'un disque de poussière, puisque l'étoile tourne. Et petit à petit, on va former des planètes pour notre système solaire et des exoplanètes pour les autres, qui vont donc tourner autour de l'étoile. Au bout d'un moment, la poussière va disparaître, on va avoir donc des planètes qui tournent autour de l'étoile. Et puis il y a un moment où cette étoile va avoir usé le carburant qui était en son cœur. C'est ce qui va arriver donc au Soleil dans 5 milliards d'années. Et le Soleil, il terminera sa vie par ce qu'on appelle la phase géante rouge. Et des étoiles beaucoup plus grosses, là on vient d'assister à la supernova, c'est-à-dire la fin d'une étoile très massive qui s'appelle une supernova. Ça, c'est la nébuleuse du Crabe, qui est un reste de supernova qu'on a vu exploser en 1054. Ça, c'est une image d'aujourd'hui. Et puis, il reste des restes de supernova dans l'univers, donc d'étoiles qui ont explosé et qui ont fabriqué tous les éléments de la classification de Mendeleïev. Quand on dit qu'on est des poussières d'étoiles, c'est ça que ça veut dire. Donc les étoiles, elles fonctionnent à la fusion du début de leur vie à la fin. Et puis le cadavre qu'il y a, parfois c'est un objet très très dense, c'est tellement dense que c'est ce qu'on appelle un trou noir. Mais je reviendrai peut-être pour parler de ce sujet une autre fois. Voilà, ce que je voulais juste vous montrer, c'est que la fusion est un phénomène naturel qui se produit partout dans l'univers, et c'est les étoiles qui fonctionnent avec cette réaction. Alors revenons à notre Soleil, qu'on aimerait bien imiter. Notre Soleil, il est constitué pour le moment de 70% d'hydrogène, 27% d'hélium. Donc il a encore du carburant, hein, parce que voilà. Alors lui, il fait 4 hydrogènes donne un hélium avec cette jolie petite. Il fait pas ça en une seule fois. C'est pas 4 hydrogènes c'est pas 4 protons qui se donnent rencard au café du coin pour fusionner. Ça se passe 2 par 2, mais bon, c'est une réaction qui est un peu improbable, mais que lui fait tranquillement. Donc il fait 4 hydrogènes donne hélium. Voilà. Ça se fait à 15 millions de degrés dans le cœur du Soleil. Dans la pression au cœur du Soleil, c'est 10 milliards d'atmosphères. D'accord ? Et le Soleil, il a une production de 4-10 puissance 26 watts. On peut faire des manips au sol, ça peut se faire avec des élèves. Voilà, on peut faire une extrapolation et des calculs avec des dispositifs très simples pour regarder un peu quelle est la puissance émise par le Soleil. Et il fait une masse de 10 puissance 30 kg. Je ne vous dis pas ça pour que vous vous souveniez de tous ces chiffres. C'est juste pour vous dire qu'on peut calculer assez facilement l'efficacité énergétique du Soleil, qui est franchement pas terrible. Donc en gros, il perd 4 millions de tonnes par seconde d'hydrogène qui sont transformés en hélium. D'accord ? Donc il perd de l'énergie, et donc au passage, il perd de la masse, l'équivalent de masse en fait, 4 millions de tonnes par seconde. Et c'est ça qui permet de savoir que le Soleil a une durée de vie de l'ordre de 10 milliards d'années. Il est à peu près à la moitié de sa vie maintenant, et il en a encore pour 5 milliards d'années, donc on a un peu de temps devant nous avant que le Soleil s'éteigne, parce que là on sera vraiment... c'est pas pour tout de suite. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est super, on va faire comme le Soleil. On va faire dans un réacteur, 4 hydrogènes donnent un hélium. Le problème qui se pose, c'est que d'abord, le Soleil, il a bien confiné les particules pour qu'elles soient toutes ensemble au même endroit, qu'elles puissent se cogner et se coller. C'est inenvisageable en ce qui nous concerne de façon continue. La fusion en question, elle est très peu probable, parce que ce mécanisme-là, il est très difficile à faire, et donc l'efficacité est très faible. Au passage, si vous faites le calcul, c'est pour ça que je l'ai mis ici, de nombre de watts par kilo, et que vous faites une règle de 3, en gros, un morceau de Soleil qui fait 50 kg, ça dégage 10 milliwatts. Donc c'est pas terrible. Il gagne parce qu'il est énorme, mais la réaction, elle n'est pas efficace du tout. Une personne adulte qui dort génère quand même 100 watts. Hein. La chaleur humaine, c'est 100 watts par personne, en faisant rien. Même en réfléchissant beaucoup. Donc c'est pas très efficace, c'est pas du tout efficace le Soleil. Et on n'a en tout cas pas les moyens de faire cette réaction-là, nous, sur Terre.
Alors par contre, il existe d'autres réactions d'éléments. Je vous ai parlé du deutérium, du tritium, hein, ne serait-ce que même de l'hélium à qui il manquerait un nucléon. Ça, c'est des atomes légers, des noyaux légers qu'on pourrait utiliser pour faire de la fusion. Et en fait, il y en a un qui se détache assez largement en termes de réactivité, c'est-à-dire de probabilité en fonction de la température. Donc ici, vous avez la température en milliards de degrés. Et là, vous avez l'efficacité de la fusion en question. Et vous voyez que ce qui tient la tête, c'est la fusion deutérium-tritium que j'ai représentée tout à l'heure. Simplement, le problème, c'est que cette fusion deutérium-tritium, il faut arriver à des températures de ce type-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à des températures de 150 millions de degrés pour que ça se passe. Donc si on veut faire de la fusion, on ne peut pas faire autrement que de tenter la fusion, non pas hydrogène-hydrogène, mais deutérium-tritium, deux isotopes de l'hydrogène, et il faut que ça soit à 150 millions de degrés pour que l'agitation des molécules, des atomes, des noyaux soit suffisante pour qu'ils puissent se cogner suffisamment souvent pour avoir une chance de rester collés, d'accord, et de fournir l'énergie qu'on attend. Ok? Ce mécanisme-là, il est clair? Donc si on vient ici, qu'est-ce qu'on va faire dans ITER et dans les réacteurs qui suivront peut-être un jour? On va faire la même chose avec deutérium-tritium, on fusionne, on récupère de l'hélium et un neutron. Donc en fait, on va faire ça, on va prendre 2 deutérium, qui fait 2 nucléons, du tritium, qui fait 3 nucléons, et donc 2 fois 2, enfin 2 et puis les 9 qui sont là, on ne va pas obtenir les 28 MeV, on va obtenir que 17. Donc c'est un peu moins énergétique que la réaction du Soleil, mais on a la possibilité, en tout cas, de le faire avec des températures, toutefois, il faut quand même monter à 150 millions de degrés, alors que le Soleil, il bosse à 15 millions. Donc il faut être 10 fois plus chaud que le cœur du Soleil pour que la fusion deutérium-tritium puisse fonctionner. Au passage, le neutron qui est là, il part avec 80% de l'énergie du total, hein, puisqu'il y a 5, voilà. Donc il part avec 80% d'énergie, donc ça fait des neutrons qui sont voilà, quelque chose comme 13, quelque chose, disons 14 MeV. Donc ça fait des neutrons très énergétiques dont on aura l'occasion de reparler. Et tout ça à 150 millions de degrés. Voilà ce qu'on veut faire. Donc c'est un peu copier les étoiles en se disant, voilà. Alors au passage, 150 millions de degrés, ça aussi, il y en a beaucoup pour qui ce que je vais dire est une évidence. Mais je le répète, quand on monte la température d'un solide, ça commence à se disloquer un petit peu, puis à un moment ça se disloque tellement. Ça c'est ma petite animation, j'ai rien trouvé qui explique ça, donc je l'ai fait moi-même. Donc on finit par avoir un liquide, parce que voilà, et puis quand on chauffe encore le liquide, eh ben, on se retrouve avec ce qu'on appelle du gaz. Et puis si on chauffe encore, bon, on va avoir chaque noyau, chaque particule ici, chaque atome, qui va se transformer en particules positives et négatives. Donc les électrons vont vivre leur vie, les noyaux positifs vont vivre leur vie, et on va avoir ce qu'on appelle un plasma, qui est ce qu'on appelle parfois, on dit, le 4e état de la matière, qui a comme caractéristique d'avoir des ions positifs et des électrons qui vivent leur vie indépendamment. Mais au passage, ça veut dire que ce milieu, il est conducteur. Et heureusement pour nous, parce que sinon on serait coincé. Alors des plasmas dans notre vraie vie, on en a plein. Voilà, je vous montre un plat. Voilà, hop. Vous allez bien vous voir ici, ce mec, lui. Voilà, ça c'est le nom de la plasma. Donc ça marche aussi là, c'est le plasma. Donc des plasmas, on en a pas mal dans notre vie, hein. On a les grands éclairs qui sont là, hein, avec une différence de potentiel entre le sol et les nuages. Voilà, on a les aurores boréales, on a le plasma là, qui est autour du Soleil, qui est à 6000 degrés. On a 1 million de degrés dans les plasmas de géantes rouges, d'étoiles en fin de vie dont je parlais tout à l'heure. Voilà, on est dans des milliers de degrés. Tout ce qui se passe, les tubes à néon, tout ça, ce qui est à l'intérieur, c'est du plasma. D'accord ? C'est un état où la matière est conductrice parce qu'on a séparé les parties positives, les noyaux positifs, des électrons qui sont négatifs. Alors, qu'est-ce que les étoiles nous apprennent là-dedans ? Que pour faire de la fusion, il faut, 1, avoir des éléments légers, 2, qu'il faut les chauffer jusqu'à un état de plasma, et 3, qu'il faut les confiner. Alors, qu'est-ce que font les étoiles ? Le Soleil, il confine de l'hydrogène à 15 millions de degrés, et ce qui lui sert pour confiner, c'est la gravitation. D'accord ? C'est ce qu'il fait. Nous, ce qu'on dit, ce qui sort de ce que je viens de raconter, c'est qu'on va prendre du deutérium et du tritium, qu'on va chauffer ça plutôt à 150 millions de degrés,
et qu'on va utiliser, évidemment on n'a pas les moyens de faire de la gravitation pour confiner la matière, on va faire ça avec de l'énergie magnétique, des systèmes magnétiques. Donc c'est ça qu'on veut faire avec les futurs réacteurs expérimentaux de fusion. Sachant qu'il y a une loi, peu importe, ça s'appelle le critère de Lawson, mais on s'en fout, l'allumage, c'est-à-dire l'ignition, le fait qu'un plasma s'allume et s'auto-entretienne, ça suppose un compromis entre la densité et le temps pendant lequel le plasma... Vous vous rendez bien compte que pour que les noyaux ou les protons, disons les noyaux, se collent, il faut, que la température soit suffisamment haute pour qu'elle se colle plein de fois, parce que la probabilité de rester collée n'est pas énorme, d'accord ? Et deuxièmement, il faut que le temps pendant lequel le plasma existe, il faut qu'il soit le plus long possible. Il faut laisser le temps au plasma, il faut laisser le temps aux particules de se rencontrer. Donc il faut, de la température élevée, et 2, du temps de confinement, ce qu'on appelle. Il faut que le plasma existe pendant suffisamment longtemps pour que ça reste, voilà, pour qu'ils aient l'occasion de se rencontrer. Donc il y a un compromis à faire entre deux choses. Il faut qu'il y ait une bonne densité du plasma, parce que s'il y a une particule une particule là et puis une dans l'amphi à côté, avant qu'elles se rencontrent, voilà. Donc il faut confiner un maximum en termes de densité, et il faut leur laisser le temps de se rencontrer. Alors, pour ce qui concerne le confinement par magnétisme, on ne peut pas avoir des densités très fortes. On est obligé d'avoir du gaz relativement léger, plutôt une sorte de bon vide à l'intérieur du réacteur qui est ici. Et donc, il va falloir faire vraiment des efforts pour rallonger le plus possible le temps nécessaire pour que la fusion s'allume. Et une fois que la fusion s'allume, on a chauffé. Ce qu'on espère, c'est que la fusion va s'allumer, va fonctionner suffisamment pour qu'elle s'auto-entretienne avec l'énergie qu'elle va avoir fabriquée. Voilà. Donc, en gros, bon, peu importe, les chiffres ont été fixés pour ITER. Il faut au moins 400 secondes. C'est une manip de physique, c'est pas un réacteur. Évidemment, quand tu as un réacteur, il faudra bien largement dépasser ce temps. Et puis, 10 puissance particules. Voilà. Alors, je vous ai mis une petite animation pour résumer ce que je viens de dire. Donc, je vous ai dit, là, elles sont des étoiles confinées, chauffées et alimentées en éléments légers. C'est les trois choses que font les étoiles, et on sait comment elles font. Alors, nous, on veut confiner. Donc, on va utiliser... Voilà. Alors, je vous ai dit que le plasma, les particules, voilà, elles s'agitent. Il faut les confiner dans une... il faut les contenir, en fait, dans un volume, de façon à ce qu'elles aient plus de chances de se rencontrer, de rester collées. Il faut les maintenir aussi dans un endroit pour que le plasma ne touche pas les parois. Ça, c'est fondamental. Et puis, il faut donc les isoler. Alors, comment on fait pour faire ça ? Comme toutes ces particules sont sensibles au champ magnétique, si on met en place un champ magnétique, ici, on va avoir des particules qui vont spiraler autour des lignes de force du champ magnétique. Voilà, et on a donc fait une espèce de boîte où on a piégé des particules, elles ne touchent pas aux parois. Et l'idée, en fait, c'est de refermer de faire un tore, en fait, avec cette boîte magnétique, de façon à ce que les particules soient vraiment piégées dans un champ magnétique et qu'elles y restent. Au passage, ça produit un courant, puisqu'on a des particules en mouvement, donc évidemment on a un courant électrique à l'intérieur qui va servir à autre chose dans quelques instants. Voilà, donc on a des bobines. Alors les bobines qui sont là s'appellent les bobines toroïdales, celles-là s'appellent les bobines poloïdales, et puis il y a d'autres bobines qui permettent de contrôler la forme du champ. Et les champs, en fait, il est plutôt sous forme d'hélice. Voilà, alors on fabrique ce dispositif de façon un peu industrielle. Il faut des électroaimants pour s'occuper de ces particules et de confiner les particules dans le champ. Et les électroaimants, il faut que ce soit du câble supraconducteur parce qu'il faut obtenir des champs extrêmement importants pour arriver à bien confiner ces particules. Donc on va utiliser du câble supraconducteur. Au passage, je vais parler des défis tout à l'heure, mais je vous signale que là, les particules qui sont là, elles sont à 150 millions de degrés. D'accord ? Le câble supraconducteur qui est ici, c'est un câble qui, pour être supraconducteur, doit être refroidi à quelques degrés, donc à moins 270 degrés typiquement, pour qu'il soit supra. Les états supraconducteurs de la matière, c'est effectivement la résistance devient pratiquement nulle, la résistance électrique devient pratiquement nulle quand on baisse la température au-dessous d'une température critique. Donc on a des éléments supraconducteurs qui permettent de passer des millions d'ampères
dans du câble. D'ailleurs, j'en ai un petit morceau, d'ailleurs je vous le montre tout de suite, parce que comme vous ne le verrez pas, même du fond, où est-ce qu'il est, voilà. Ça, c'est du câble supraconducteur. Et dans un câble comme ça, on passe autant d'ampères, si on veut, que dans un ensemble de fils de cuivre qui ferait 10 cm sur 10 cm en cuivre. Voilà, ça permet de passer. Simplement pour que ça marche, il faut mettre ça à moins 270 degrés. Voilà, donc ça fait partie des petits défis. On va avoir du moins 270 ici, on va avoir une paroi ici refroidie à 200 degrés, puis on va avoir 150 millions de degrés de l'autre côté, dans le plasma qui ne va pas toucher les parois. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut chauffer. Donc on a le toroïde ici, le tor avec les particules qui circulent dedans. Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez faire chauffer votre tisane? Il y a plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez mettre un petit truc qui chauffe à l'intérieur, une résistance chauffante. On l'a, la résistance chauffante, parce que c'est le courant qui circule déjà dans le plasma et il chauffe un peu. Par contre, il ne peut pas chauffer au-delà de 100 millions de degrés. Alors, il faut faire deux autres choses. Quand on a de la tisane, on rajoute de l'eau chaude, si elle est un peu fadasse, un peu froide. Là, on rajoute en fait de la matière à très haute énergie, des particules neutres qui vont alimenter en plus le plasma. Et la troisième solution que vous faites avec la tisane, c'est si en désespoir de cause, vous le mettez au micro-ondes. Si vous n'arrivez toujours pas à ce que ça chauffe assez, et bien là, le plasma, on va aussi le passer au four micro-ondes. On va envoyer des ondes pour que les électrons et les protons qui tournent là-dedans aient une énergie plus importante. C'est comme ça qu'on chauffe le plasma, avec trois techniques différentes, et conjointes en fait, qui s'aident les unes les autres en quelque sorte. Et c'est dans ce genre d'engin qu'on va fabriquer ça, c'est-à-dire que le cœur du réacteur de fusion, c'est un tor justement, où on va avoir des antennes, de l'injection de matière, et puis le courant plasma qui va être généré par tous les aimants dont on vient de parler avant. Alors ça s'appelle la tokamak, Toroidal Naya Camera Magnitmi Katushkami, merci. Voilà, donc je vous le traduis, c'est chambre toroïdale à bobine magnétique. Donc c'est un principe c'est un mot russe, c'est pas par hasard que ça a été effectivement le point de départ. Il y a d'autres techniques, d'autres modes de fonctionnement qui sont actuellement à l'étude, notamment par fusion inertielle, etc. Mais pour le moment, ce qui a rassemblé suffisamment de personnes pour lancer cet énorme projet ITER, c'est de faire un tokamak. Alors des tokamaks, on en a plusieurs, on en a un en France déjà qui s'appelle Tor Supra, qui a arrêté de fonctionner en tant que Tor Supra en 2013 et qui a une seconde vie puisqu'il a été modifié pour servir de banc de test en fait pour les matériaux d'ITER. Donc ça c'est le Tor Supra de Cadarache, vous voyez le Tor à l'intérieur, vous voyez ici les antennes qui permettaient de chauffer le plasma. Bon, qui y sont toujours, puisque maintenant il s'appelle West, mais bon, on est sur la même base. Par contre, on a changé la forme pour que ça se rapproche de celle qui a été choisie pour ITER. Donc le volume global de tout ça, c'est 25 mètres cubes. On a fait chauffer là-dedans des plasmas de deutérium. On n'a jamais fait de fusion dans Tor Supra. On a fait chauffer du plasma avec des bobines Supra, 1,8 Kelvin, avec, vous voyez, de l'hélium superfluide. Voilà, ça vous donne une idée de... Et le courant plasma qui circule là-dedans, c'est 1 million d'ampères du plasma lui-même. Alors je vous montre à quoi ça ressemble le plasma en question. Voilà, c'est ça. Ça c'est une décharge qui va durer je ne sais pas combien de secondes, mais pas très longtemps. Voilà. Et donc le plasma, vous voyez que la difficulté c'est d'arriver à ce qu'il reste bien concentrique dans le tor ici, et qu'il n'aille pas se mettre sur les parois. Et voilà, donc ça c'est un flash de plasma parmi d'autres. Alors je mentionne au passage quand même que en 2003, l'installation Tor Supra, et on a réussi à avoir une durée de confinement de plasma de 50 millions à 50 millions de degrés. C'est pas ça le record c'est 6 minutes 30. C'est-à-dire qu'actuellement, Tor Supra a le record du monde et on pense que c'est ITER qui pourra battre ce record. Il n'y a pas d'autres installations. Tor Supra a été conçu pour maintenir du plasma le plus longtemps possible. Tous les choix technologiques qui ont été faits, c'était dans ce sens-là. Mais donc on arrive à faire 6 minutes 30. Je dis ça parce que quand on dit nucléaire, on dit ah ouais, on va récupérer des trucs, des déchets, des machins, on va pas savoir, ça va être... Et puis il y a la réaction en chaîne, et puis voilà.
il n'y a pas de réaction en chaîne avec le plasma. Il faut se battre beaucoup pour qu'il arrive à rester. Il n'a qu'une envie, c'est de se foutre sur les parois. Il peut être pollué par n'importe quel élément chimique qui se détache de la paroi. Il peut, voilà, donc vous refroidissez, enfin vous avez une coupure de refroidissement, vous avez une coupure d'alimentation, vous avez une coupure de n'importe quoi, le plasma il disparaît comme on vient de le voir sur cette image qui est là. Voilà, donc n'empêche que on a su faire là-dedans un plasma à 50 millions de degrés, avec des flux qui sont arrivés sur les matériaux qui étaient de l'ordre de la vingtaine de mégawatts par mètre carré, c'est-à-dire à peu près ce qu'on récupérait à la surface du Soleil. Et ça a été fait grâce à des matériaux qui ont été choisis avec de l'acier, d'un certain type évidemment, du carbone, des fibres de carbone, et puis des alliages du genre cuivre, chrome, zirconium, avec une boucle à eau pressurisée à 200 degrés, 4 barres qui circulaient là-dedans. Donc vous aviez effectivement les 50 millions de degrés ici, la paroi qui était à 200 degrés, et puis les aimants supra qui sont à moins 270, juste un mètre derrière. D'accord ? Donc technologiquement, c'est quelque chose qui est bien... Ça a été fait, et ça a été bien fait, et donc le record du monde est là. La deuxième installation qui est intéressante, qui existe aujourd'hui et qui continue à fonctionner, c'est ce qu'on appelle le JET. C'est un peu plus gros, c'est pas tout à fait la même forme. Dans le JET, c'est un instrument européen qui est en Angleterre, à côté d'Oxford. Et donc là-dedans, on a réussi, enfin la communauté de la fusion a réussi à allumer un plasma avec du deutérium. Donc eux, ils se sont... Alors on demande au monsieur de sortir d'abord, hein, et puis ensuite on allume. Voilà. Et donc dans cette installation qui s'appelle le JET, ils ont eu leur premier plasma en 1983. Ils ont fait de la fusion deutérium-tritium, donc ce qu'on n'a pas fait à Torsupra en France, ça a été fait dans ce réacteur européen. On a mis du tritium dedans. Et le record du monde, cette fois-ci, c'est pas sur la durée de confinement, parce que là c'était de l'ordre de la seconde, c'est la puissance de fusion. C'est-à-dire qu'on a observé, on a allumé la fusion deutérium, tritium, donne hélium plus neutron, d'accord ? Et pendant une toute petite période de l'ordre de la seconde, il y a eu 16 MW de fusion qui a été fournie au plasma. Donc ça a fabriqué de l'énergie. Le problème, c'est que pour obtenir le plasma qui était dedans, on avait utilisé 25 MW pour le chauffer, d'accord? Donc c'est un bel exercice, voilà. Sauf que bah, il faut quand même, et on a un rendement inférieur à 1. Voilà. Alors le troisième épisode, il faut alimenter en deutérium-tritium. Deutérium-tritium, je vous ai monté tout à l'heure, ça fait de l'hélium et des neutrons. Le deutérium, ça se trouve dans l'eau de mer notamment. Hein. Il y a un atome, sur 6700 atomes d'hydrogène, il y a un atome de deutérium. Il est plus lourd, on sait le trier, on sait le sortir. Il y en a 33 grammes par tonne d'eau de mer, ça fait des milliards d'années de stock de deutérium dans les océans. Et ça ne peut avoir aucun impact puisque chimiquement, le deutérium, c'est de l'hydrogène. D'accord? Donc le deutérium, c'est réglé. C'est un peu plus compliqué pour le tritium, puisque c'est un élément qui est radioactif, il est parfaitement artificiel en fait. Sa demi-vie est de 12 ans, donc ça veut dire qu'au bout de 12